RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues au sujet de la santé mentale. Ce mois-ci, nous allons évoquer un sujet, le sujet de l'autisme. Et on se posera la question, l'autisme est-il un sujet de santé mentale ou pas ? Ce sera l'un des sujets qu'on abordera dans cette émission. Pour m'accompagner aujourd'hui, Stéphanie Petit. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu ? Bonjour à tous, merci, je vais bien. On ne te présente plus, mais je te présente quand même Stéphanie, coordinatrice du PTSM. Projet territorial de santé mentale de Meurthe-et-Moselle. Voilà, tu l'as bien dit. Et puis avec nous également Kevin Bruno Gallo. Je n'écorche pas votre nom. Non, c'est très bien, c'est comme ça. Très bien, parce que des fois j'écorche les noms, c'est pour ça. Vous êtes psychologue dans l'équipe de l'ETED et on expliquera dans quelques instants ce qu'est l'ETED. Avec nous également Lisa Pierron. Vous êtes assistante sociale dans la même équipe ETED et vous nous expliquerez également votre rôle tout à l'heure. Et puis Olivia est avec nous également. Bonjour Olivia. Bonjour. Vous êtes concernée par l'autisme et tout à l'heure on aura le plaisir d'échanger avec vous sur la façon dont vous vivez avec ce trouble ou pas. On expliquera dans un instant ce que c'est. Pour démarrer cette émission, vous le savez, chaque mois on commence en allant voir des gens dans la rue. Stéphanie, je crois que c'est toi notamment qui a pris le micro RCN et tu as posé plusieurs questions. Avec l'équipe d'ETED. Avec l'équipe d'ETED, bah voilà, super. Donc c'est bien de le corriger, comme quoi je dis toujours des bêtises dans cette émission. Et donc parmi les questions que vous avez posées, la première question. Qu'est-ce que le mot autisme vous évoque ? Qu'est-ce que l'autisme évoque pour moi ? Je considère pas ça comme une maladie, mais enfin si, peut-être un peu, c'est comme ça que c'est perçu en tout cas, j'imagine. Peut-être une personne qui a moins de capacité qu'une personne normale, mais c'est un peu comme ça que je le vois, je dirais. L'autisme pour moi c'est une maladie difficile, oui, très difficile. Quand on a des enfants autistes, c'est très difficile. J'ai une catégorie de personnes, entre guillemets, un peu écartées de la société, déjà, premièrement. Et puis, parfois, des personnes qui sont incomprises, mais qui doivent s'adapter à la société dans laquelle ils vivent. Et parfois, c'est un peu plus difficile s'ils n'ont pas l'organisme qui suit derrière. Ce qui me vient en tête, c'est maladie, mais c'est vrai que ce que tu dis, ça en découle, quoi. Enfin, ils sont victimes de leur maladie, déjà, et ce qui fait qu'ils sont à l'écart de la société, alors qu'en soi, on pourrait faire plein de choses pour qu'ils soient plus inclus. C'est un trouble comportemental dans les relations avec le monde extérieur. Un souci de santé ? Moi, ça m'évoque des enfants ou adultes, puisqu'ils deviennent adultes quand même, qui ont ou du mal à s'exprimer, à bouger, et que pour certains, en tout cas, ont des sens ou des choses comme ça, des compétences beaucoup plus développées que nous, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En étant moi-même. D'accord. Et c'est un trouble mental, du coup, qu'on a et qu'on gardera toute notre vie, qui est qui est plus ou moins violent en fait selon le stade. Et pour moi c'est une maladie. C'est une maladie. Je sais pas si on considère comme une maladie, mais c'est assez méconnu en vérité. J'ai quelques étudiantes, en tout cas une étudiante en ce moment qui a un spectre autistique. Tout ce que je peux dire, c'est que son comportement est légèrement différent. Par exemple, elle est beaucoup plus attentive à mes cours. Et le fait qu'elle se comporte, je dirais pas de façon radicalement différente, mais en tout cas qu'il y a ce petit quelque chose qui fait que something strange. Something strange, en tout cas plus attentif aux cours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce micro-trottoir, Stéphanie ? Alors, on constate que pour la majorité des personnes interrogées, l'autisme est une maladie, qu'elle est peu connue. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi d'en parler aujourd'hui. Pour répéter les termes, c'est difficile. Ils sont écartés de la société, exclus, différents, ils ont moins de capacités. Mais on a quand même eu la chance d'interroger une personne qui vit avec un trouble du spectre autistique qui nous a donné sa définition, à savoir un trouble comportemental dans les relations avec l'extérieur que l'on a et que l'on gardera toute notre vie, plus ou moins important selon le degré. Donc tout d'abord, l'autisme n'est pas une maladie, mais en effet un trouble du neurodéveloppement qui nous sera expliqué et défini plus en détail par nos experts du jour. Ensuite, quelques données chiffrées. Donc, selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, il a été dénombré environ 700 000 personnes vivant avec un trouble du spectre autistique en France, dont 100 000 ont moins de 20 ans. Et actuellement, 8 000 enfants autistes naîtraient tous les ans, soit environ une personne sur 100. Selon les diagnostics réalisés, on retrouve
surtout 3 hommes pour une femme. Voilà un petit peu quelques données chiffrées. Et on y reviendra tout à l'heure évidemment. Une deuxième question que vous êtes allé poser dans la rue. Est-ce qu'une personne autiste peut vivre en autonomie ? Pour moi, complètement. Après, je sais qu'il y a différents stades d'autisme, donc les plus graves peut-être pas, mais je pense que tout être atteint d'autisme peut vivre en autonomie. Pour ce que j'ai vu autour de moi, bon, je suppose que ça dépend des spectres, hein, et après je ne vais pas épiloguer sur les spectres parce que, encore une fois, c'est pas du tout ma spécialité. Bon, tout seul, je pense qu'ils doivent être quand même un petit peu aidés, mais tout seul dans leur appart, je pense qu'ils pourraient aussi, ouais. Si c'est pas un autisme trop profond, enfin trop marqué, oui. J'ai mon ami qui a une collègue, son fils est autiste, il va à l'école, il a juste un accompagnement particulier. Je pense que la difficulté c'est peut-être plus avec les autres, mais éventuellement oui. Alors je pense que ça dépend du degré d'autisme, je pense. Certaines personnes qui sont autistes et qui ont appris à vivre en communauté, etc., et qui ont un soutien derrière, peuvent potentiellement vivre tout seuls. Mais certains où justement ont vécu beaucoup de rejets ou alors ont eu des expériences de vie assez difficiles, dans ce cas-là, ça demande un peu plus de travail et peut-être qu'un peu plus de soutien derrière, et être en autonomie sera un peu plus difficile pour eux. Oui, je pense que je peux vivre. Bon, après, comme tout le monde, on a tous des moments où on a la flemme, hein, mais ça vient de... C'est nous, quoi. C'est les gens en général. Et non, mais je pense que c'est possible, comme tout le monde. Mais après, ça dépend du stade aussi. Il y a des personnes, comme j'ai dit, ça dépend du stade où c'est vraiment compliqué, mais c'est pas impossible, je pense. Avec du travail, ça se fait avec des professionnels, je pense. C'est totalement possible. Après, tout dépend du stade, évidemment. Hein. Après, plus ou moins d'aide et d'adaptation dans la vie courante. Mais c'est totalement possible. Alors moi j'en ai la conception que oui, tout à fait. Il n'y a aucune raison qui empêcherait qu'une personne autiste puisse vivre en autonomie. Si justement elle est accompagnée dans les différentes choses que peuvent générer l'autisme, oui, pour moi il n'y a absolument aucune chose qui peut empêcher un autisme de vivre en autonomie. En vrai moi je pense pas, parce que vu qu'on dit qu'ils sont autistes, moi je pense que c'est mieux, par exemple, en vrai ils peuvent vivre tout seuls dans un appartement, mais ce serait bien que par exemple des personnes viennent les voir comment ça se passe, vraiment pas les laisser tout seuls tout le temps, quoi. Bon, globalement, on comprend que les gens pensent que les gens souffrant d'autisme peuvent vivre tout seuls, hein, globalement, Stéphanie. Exactement, parce que la grande majorité des personnes interrogées a répondu qu'en effet, vivre en autonomie pour une personne autiste est tout à fait possible. C'est rassurant d'ailleurs. Les réponses sont plus ou moins nuancées selon le degré du trouble et grâce à un accompagnement particulier avec des adaptations et du travail, le dit l'un d'entre eux. Et en effet, l'acquisition de l'autonomie n'est pas une chose facile pour un enfant et de surcroît pour un enfant autiste. Le trouble du spectre autistique impose un accompagnement spécifique qui peut permettre de vivre en autonomie. Et là, je pense que le témoignage d'Olivia pourra nous éclairer à ce sujet. On en reparlera évidemment tout à l'heure avec vous, Olivia. Et puis alors la dernière question que vous êtes allé poser dans la rue. Selon vous, dans quel secteur d'activité peut travailler une personne vivant avec un trouble du spectre autistique ? Avant tout dans le domaine qui lui plaît, parce que certains autistes, peu importe qu'ils soient autistes ou quoi, ils ont le droit de faire le métier qui leur plaise aussi, donc on peut leur ouvrir toutes les portes, que ce soit dans la fonction publique ou quoi, et certaines entreprises notamment sont obligées d'engager des travailleurs handicapés ou autistes, donc ça peut être dans la fonction publique ou peu importe. Je pense qu'après il y a certains métiers qui sont entre guillemets moins adaptés au système de fonctionnement d'un autiste. Ça pourrait être par exemple que ce soit pompier ou alors dans les forces de l'ordre, où là ce serait un peu plus compliqué je pense, mais sinon tous les métiers j'imagine. Enfin dans tous les secteurs je pense. Et après il y a les ESAT aussi où les personnes en situation de handicap elles peuvent travailler. Il y a sans doute des secteurs qui leur sont pas accessibles, mais la plupart je pense peut-être il paraît que les autistes Asperger ont des connaissances super techniques ou super pointues dans les domaines, donc j'imagine qu'ils peuvent être sans doute aussi bons que les autres, avec peut-être un encadrement particulier. Peut-être dans la restauration, servir, peut-être aussi dans les bureaux, pourquoi pas, suivant ses possibilités. Et puis il peut travailler plus lentement peut-être, mais je pense que dans les bureaux ça pourrait aller aussi. Mais il peut aussi être peut-être dans le sport. Je vois pas pourquoi ils n'auraient pas accès aux mêmes travaux que des gens dits normaux en fait. Alors comme ça, je pense qu'il pourrait travailler peut-être n'importe où, je crois, s'il comprend ce qu'il a à faire. Je crois que, je m'imagine pas de
d'impossibilité. Alors pour revenir sur Asperger, je sais qu'ils sont très bons en codage et en informatique, des choses comme ça. Je sais que dans l'industrie aussi ça se fait beaucoup, donc c'est des personnes autistes. Et après dans quasiment tous les secteurs aussi, je pense que c'est adaptable dans beaucoup de secteurs quand même. En l'occurrence là, je vais garder mon exemple, mais elle est en contact avec la patientèle en milieu hospitalier. Donc il se trouve qu'elle bat un tout petit peu en brèche, je dirais, certains préjugés sans doute, à savoir qu'elle est très sociable. Elle-même est engagée dans des associations, une association en tout cas de suivi de personnes autistes. Donc elle s'occupe pour ainsi dire des siens, mais à différents niveaux. À partir du moment où le travail lui plaît, de la même manière que pour tout le monde d'ailleurs, une personne autiste peut travailler partout. Bon, globalement, il n'y a pas l'air d'y avoir de limite dans l'esprit des gens sur le job ou le travail que peuvent accomplir des personnes qui souffrent d'autisme. C'est ce qu'on peut en retenir, Stéphanie ? Tout à fait. Et c'est rassurant d'entendre que beaucoup de personnes interrogées pensent qu'une personne qui vit avec un trouble du spectre autistique peut travailler dans bien des secteurs du moment que l'emploi lui plaît et qu'il est en rapport avec ses capacités et ses compétences, comme nous tous d'ailleurs. Ils ont cité la fonction publique, la restauration, le bureau, les sports, le codage, l'informatique, le milieu hospitalier. Pour être honnête, je suis allée à la pêche aux infos sur les réseaux pour trouver quelques chiffres sur l'employabilité des personnes autistes en France. Je dois reconnaître que la seule chose que j'ai trouvée est une absence réelle de données. Par contre, on peut tout de même citer une étude de l'Institut Amélie de 2019 qui constate que la perception du taux d'emploi des personnes autistes peut être biaisée par plusieurs phénomènes. Un certain nombre de personnes autistes disposent d'un emploi sans savoir qu'elles sont autistes ou sans disposer d'un diagnostic juste. Du coup, ce cas de figure est plus fréquent chez les femmes, car le diagnostic de l'autisme serait plus souvent tardivement réalisé, ce que nos experts pourront nous éclairer à ce sujet-là. Et en ce qui concerne les personnes ayant à la fois un diagnostic et un emploi, certains refusent de communiquer au sujet de leur autisme, ce qui fait qu'on n'a pas connaissance forcément de leurs difficultés, etc. Par contre, des pistes professionnelles sont en cours de réflexion. Certaines compétences propres aux personnes autistes pourraient profiter à divers secteurs, car certains possèdent ainsi des goûts prononcés pour les livres, les langues étrangères, la nature ou encore l'artisanat, où des fonctions leur seraient accessibles. Le télétravail, entre autres, ainsi que les métiers en lien avec le domaine de l'autisme sont également des solutions à explorer. On sait aussi que la plupart des personnes dites Asperger sont attirées par la logique et l'informatique. Leur haut potentiel trouverait une utilité concrète dans des domaines spécifiques comme la cybersécurité ou autres métiers très techniques. La rigueur et le perfectionnisme sont des compétences propres à de nombreux autistes qui pourraient apporter beaucoup à notre société. Dans tous les cas, il me semble qu'un travail de fond pourrait permettre de mieux utiliser ces ressources dans le monde du travail actuellement. Merci Stéphanie. Dans un instant, on va poursuivre cet échange sur l'autisme. Et d'ailleurs, je pense qu'on commencera directement par se poser la question, qu'est-ce que l'autisme ? Parce que là, je découvre aussi qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils souffrent d'autisme. Donc, c'est que sans doute le diagnostic n'est pas si évident que ça. On en reparle dans un petit instant. Peut-être le temps pour nous de faire une première pause musicale. On va écouter là tout de suite un titre de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman sur RCN. Ça s'appelle J'irai où tu iras. Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Full Santé Mentale. Jusqu'à 11h sur RCN, Full Santé Mentale. On est ensemble jusqu'à 11h effectivement pour parler du sujet de l'autisme aujourd'hui, un sujet qu'on avait envie d'aborder. Alors on se posera d'ailleurs la question de savoir si l'autisme fait partie de la santé mentale, mais dans un premier temps j'aimerais bien qu'on s'interroge et qu'on vous interroge. Peut-être que je me tourne là vers vous, Kevin Bruno-Gallo, vous êtes donc psychologue auprès de l'équipe des TED. Oui. Peut-être nous expliquer ce qu'est l'autisme. Alors déjà, pour rebondir un petit peu sur effectivement les réponses des personnes au micro-trottoir, le terme de maladie est effectivement revenu assez souvent. Eh oui. Alors déjà, non, l'autisme n'est pas une maladie au sens où une maladie, par définition, est ce qui est contraire à la santé. Une maladie, c'est une altération donc de la santé, qu'elle soit psychique ou mentale. Or, une personne avec un trouble du spectre autistique peut très très bien s'intégrer, n'a pas forcément de problème de santé, psychique ou physique. Donc l'autisme, non, n'est pas une altération de la santé.
Ça, c'est déjà une première chose. Qu'est-ce que c'est l'autisme? Est-ce que c'est un handicap? Ça aussi, c'est une définition qui peut revenir assez souvent. On l'a entendu un peu d'ailleurs, quand on parle des boulots, on nous dit dans les ESAT comme avec les personnes handicapées, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on entend. Alors la notion de handicap dans l'autisme est aussi étroitement liée au degré de sévérité et de manifestation des symptômes autistiques. Un handicap aussi, par définition, qu'est-ce que c'est? C'est quand une incapacité, qu'elle soit sensorielle, qu'elle soit motrice, qu'elle soit cognitive, va entraîner une autre incapacité à gérer les exigences de l'environnement. Donc avec un besoin d'aménagement, de prothèses, etc. Prothèses cognitives, prothèses physiques. Dans le TSA, il n'y a pas forcément... Dans le TSA de trouble du spectre autistique, pardon. C'est l'acronyme des formations professionnelles. Il n'y a pas forcément de personnes handicapées au quotidien. Par contre, nous parlons de personnes en situation de handicap. Alors, la différence est mince, mais elle est vraiment très importante. Une personne en situation de handicap, c'est une personne qui, à un moment donné, lors de certaines situations, va avoir des difficultés à gérer les exigences de cette situation. Notamment dans le TSA. Alors, Olivia, vous me dites si je me trompe, mais nous avons des situations de handicap, surtout au niveau social, donc au niveau relationnel avec autrui. Oui. Mais par exemple, si il n'y a pas une nécessité d'interagir avec énormément de personnes, le handicap ne se manifeste pas. Il peut se manifester sur d'autres formes. Je sais qu'il y a l'aspect aussi sensoriel qui peut jouer beaucoup. Ouais. Pour ma part, j'ai une très forte hypersensibilité à la lumière, au bruit et parfois à l'odorat. Et donc, oui, ça peut être très, très handicapant, même sans l'aspect social. Et s'il y a les deux, ça peut être vraiment très, très déstabilisant. Donc c'est d'où l'idée qu'effectivement vous n'êtes pas handicapé, mais vous souffrez d'un certain nombre de handicaps par rapport à des situations. Oui. Pour revenir à ce que vous disiez il y a quelques instants, Kevin Bruno Gallo. C'est ça, c'est une définition vraiment qui est assez mince, mais qui est vraiment très, très importante. Alors après, qu'est-ce que c'est l'autisme en tant que professionnel de santé c'est surtout donc, des manifestations en termes de complexité sociale, donc des difficultés à interagir, des difficultés à avoir une communication, on va dire, complexe avec autrui, qui peuvent se manifester aussi par des difficultés de détection émotionnelle. Donc ça, c'est vraiment toute une grande partie des manifestations du TSA. Alors manifestation ou quelque chose d'intériorisé, ça c'est... Les conversations ne sont pas forcément naturelles avec un TSA. On appréhende beaucoup ce qu'on va dire, on ne sait pas comment interpréter ce que dit l'autre, on ne sait pas reconnaître les émotions, tout ce qui est expression faciale. Je ne saurais pas dire, à part si vous avez un grand sourire ou si vous pleurez, je ne saurais pas dire ce que vous ressentez là. Et donc, du coup, pareil aussi au niveau de l'interprétation, des fois, on peut prendre les choses de manière assez binaire, assez littérale. Des fois, oui, on peut prendre les choses de manière assez littérale quand on nous dit quelque chose et ne pas reconnaître certaines formes d'humour ou de sarcasme. Oui, une forme de second degré qui n'est pas toujours facile à appréhender. Oui. Donc, ça donne des biais dans l'interprétation, du coup. D'accord. C'est ça. Tout le versant complexe en fait des relations humaines, sachant que la grande majorité en fait de nos relations en tant qu'être humain sont des relations complexes en fait. Bien sûr. Donc ça c'est vraiment une grande partie effectivement des difficultés rencontrées par le trouble du spectre autistique au quotidien. Et on a également donc tout le champ de ce qu'on appelle les comportements restreints, stéréotypés ou restrictifs. Restreints, stéréotypés ou routiniers, pardon. Ce sont vraiment ces routines qui sont immuables, des rituels qu'il ne faut pas forcément toucher sous peine d'engendrer de la frustration, d'engendrer des émotions négatives. Ça peut aussi être des intérêts restreints, c'est-à-dire un champ d'intérêt, un champ de passion ou d'activité qui est vraiment donc effectivement surdéveloppé sur un sujet particulier, mais qui ne peut pas être autre chose. Voilà. Donc là aussi, Olivia... Sur la notion de routine ou de choses effectivement qui ont besoin d'être installées. Oui, ça je l'ai beaucoup au quotidien. Tout mon quotidien est totalement préparé et tous les jours ça doit être le même. Jusqu'à la préparation le soir même de
où est mon petit déjeuner pour le lendemain. D'accord. Tout est vraiment complètement calculé, à quelle heure je vais prendre ma douche, à quelle heure je vais prendre ma tisane, à quelle heure. Tout est vraiment très très calculé et si j'ai pas ça, ça peut vraiment devenir compliqué, ça peut devenir, je peux faire des crises ou D'accord. ça déstabilise presque. Si le matin j'ai pas ce que je veux comme je l'ai préparé, ça va impacter presque le reste de la journée. Oui. Donc la routine importante, effectivement. Ouais. On a entendu le mot spectre dans les micro-trottoirs. Comment on peut interpréter ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que cette notion de spectre existe vraiment ? Comment on l'interprète et qu'est-ce que ça engendre ? Alors, la notion de spectre, oui, elle existe au niveau donc, scientifique, au niveau de la communauté scientifique, c'est le terme qui est actuellement donc, reconnu. C'est un terme officiel. D'accord. Avant, évidemment, on parlait de autisme, mais avec ses différentes catégories. Ouais. On a entendu notamment syndrome d'Asperger. Asperger, qui est le plus connu. Enfin, en tout cas, le plus connu du grand public, on va dire. Le plus médiatisé, en tout cas. Exactement. Ouais. On parlait d'autisme savant, etc. Et effectivement, devant l'énorme variabilité, donc intra-individuel et inter-individuel de la notion d'autisme, on a étendu ça au spectre de l'autisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Un spectre, il faut le considérer comme une fréquence, en fait, un continuum. C'est un ensemble donc de manifestations symptomatologiques, donc celles que nous venons de décrire juste avant, qui vont tout simplement être différentes en termes de gravité, en termes d'intensité, en termes de fréquence, en termes de manifestations au quotidien. Globalement, au niveau des diagnostics, donc purement médicaux, on admet 3 grands niveaux d'intensité, du niveau 1 au niveau 3. Le niveau 1 étant la forme d'autisme la plus, entre guillemets, légère, d'accord ? Et j'insiste entre guillemets, parce que c'est même au niveau 1. Quoi qu'il arrive, on comprend bien qu'il y a des choses qui sont impactantes. Avec donc niveau 1, avec des personnes qui vont effectivement être, comme vous, Olivia, qui vont pouvoir vivre au quotidien avec quelques aides, mais qui néanmoins n'ont pas une nécessité d'aide systématique, comme on peut retrouver au niveau 3, justement, où là, on va être peut-être plus sur la représentation sociale aussi de l'autisme. C'est la personne qui a un déficit cognitif très lourd, qui va se balancer, qui ne va pas être verbal, qui ne va pas avoir l'usage du mot, qui va être institutionnalisé. On a aussi qui va avoir une déficience intellectuelle. Alors ça existe, on ne peut pas le nier, mais là on est vraiment sur des intensités très sévères de niveau 3. Donc le spectre, c'est tout ça. Et on peut évoluer dans ce spectre, c'est-à-dire on peut être à un moment donné, je veux dire, de niveau 2 et revenir vers le niveau 1. Si je schématise pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut, une forme de progression, est-ce que ça existe ? Alors de passer d'un niveau effectivement de sévérité à un niveau un petit peu plus allégé, c'est possible, évidemment, c'est aussi le but de notre équipe, c'est l'accompagnement, c'est les prises en charge pluridisciplinaires. Maintenant, passer d'un niveau 1, donc d'un niveau effectivement d'intensité plus légère, à une dégradation cognitive, intellectuelle, émotionnelle, qui peuvent mener effectivement à des phénomènes d'institutionnalisation, non, en soi. Non, si ça arrive, ce sera pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément en lien avec le TSA, mais en lien avec d'autres choses qui seront peut-être abordées. Je rappelle, le TSA, trouble du spectre autistique, c'est bien ça, je dis pas de bêtises ? C'est exactement ça, trouble du spectre autistique. Stéphanie ? Je voudrais juste te dire, parce qu'on parle beaucoup des TED depuis le début, mais en fait, on n'a pas dit précise ce qu'est les TED, absolument. Je voulais qu'on y vienne aussi. Tu me devances, effectivement, mais du coup, peut-être dire un mot quand même sur les TED. Là, je vais me tourner vers vous, Lisa Pierron, peut-être. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est les TED, parce qu'on en parle depuis le début de l'émission. À Nancy, quelques personnes le connaissent, mais peut-être pas le grand public, et pourtant, vous avez un rôle important. Racontez-nous, expliquez-nous. Donc l'équipe ETED, c'est une équipe territoriale qui intervient sur tout le département de la Meurthe-et-Moselle. Donc comme l'a dit Kevin, on est une équipe pluridisciplinaire avec plusieurs corps de métier. Oui, vous êtes assistante sociale par exemple et Kevin psychologue. Tout à fait, c'est ça. On confirme. Et en fait, on intervient en accompagnement aux personnes qui présentent un diagnostic d'autisme sur tous les domaines qui sont possibles et imaginables. Pour citer quelques exemples, on va avoir le logement, l'insertion professionnelle, l'insertion scolaire, tout ce qui va être vie sociale, habilité sociale. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, pour rebondir sur les propos d'Olivia tout à l'heure, c'est tout ce qui va être décodage des émotions, les interprétations, les accompagner un petit peu là-dedans. On fait aussi du collectif, on essaye de monter des groupes avec certaines personnes
pour leur permettre aussi d'avoir un réseau social. On va sensibiliser dans tout ce qui va être les entreprises, les universités. C'est important, on va y revenir, parce que le but de l'émission, c'est aussi de parler de l'insertion professionnelle et sociale. Là, on est dedans, effectivement. Tout à fait. Et on a aussi une petite particularité qui est on fait également du diagnostic. On diagnostique des personnes qui sont en demande. Voilà. Je profite juste un mot pour saluer un de nos techniciens qui est là aujourd'hui, qui est Mathis, que je vous accompagnais également et qu'on a le plaisir d'accueillir dans les équipes d'RCN depuis maintenant 1 an. Mathis, merci à toi. Voilà. Vous parlez de diagnostic, je voudrais peut-être qu'on revienne sur cette notion de diagnostic. Moi, on discutait tout à l'heure hors antenne et Olivia, vous nous disiez que l'autisme a été découvert assez tardivement. D'abord, je pensais que le diagnostic était quelque chose qui venait assez vite. Comment on diagnostique et puis pourquoi est-ce que des fois ça met autant de temps à être diagnostiqué? Qui veut répondre? Vous peut-être, Kevin, vous, Olivia? Olivia, je sais que vous aviez une explication, en tout cas sur la notion garçon-fille, qui est intéressante. Oui. Moi, du coup, pour ma part, j'ai été diagnostiquée en décembre l'année dernière, donc seulement c'est très récent. Seulement à mes 27 ans, du coup. Et effectivement, les garçons sont plus diagnostiqués que les filles, et c'est souvent lié à une question d'éducation des genres. Parce que souvent, un garçon, quand il est petit, qui fait des colères ou qu'il exprime son mécontentement, un garçon est souvent plus expressif, on va dire c'est normal, il est peut-être un peu turbulent, c'est un garçon. Et une jeune fille, on va lui apprendre à être vraiment plus... à intérioriser un peu plus ce qu'elle ressent, à être jolie, vraiment beaucoup dans le paraître. Et je pense qu'on apprend beaucoup à prendre sur nous. Et ce qui fait aussi que du fait que l'on prend beaucoup sur nous, on apprend aussi beaucoup plus à s'adapter. Et je crois que les garçons ont un peu plus de mal avec l'adaptation. Et du coup, on sait porter ce qu'on appelle un masque social. Et savoir, on a appris comment réagir socialement dans telle ou telle situation. Donc si je résume et si je comprends bien ce que vous nous dites, vous pensez qu'une fille, notamment vous en l'occurrence c'était le cas, vous avez masqué aux autres et peut-être même à vous-même d'ailleurs ce trouble-là, alors que les garçons c'est plus difficile. Kevin, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, l'aspect alors il n'y a pas de consensus scientifique à ce sujet-là. On est passé effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, à 3 garçons sur une fille diagnostiquée. C'est une évolution, parce qu'avant on était pour 4 garçons pour une fille. Pour une fille, oui. Alors l'aspect éducatif, vous avez tout à fait raison, Olivia. Il y a effectivement une grande part sociale au niveau de l'éducation des genres. Qu'est-ce qu'on attend aussi d'une petite fille? Qu'est-ce qu'on attend d'un garçon? Enfin, petite fille, enfant ou adulte, dans tous les cas. Maintenant, en termes de recherche aussi scientifique, la question évidemment hormonale est aussi discutée, la question génétique aussi est également discutée. Il n'y a vraiment aucun consensus commun. Actuellement, on ne sait pas vraiment pourquoi ce ratio existe. La question se pose aussi au niveau des demandes diagnostiques. Est-ce qu'il n'y a pas plus de demandes diagnostiques pour les garçons que pour les filles? Et j'irai même plus loin, est-ce qu'il n'y a pas plus de demandes diagnostiques des parents de garçons que des parents de filles? Mais ça rejoint aussi l'aspect éducatif. Oui. Voilà. Et justement, pour des personnes qui accompagnent, qui se posent peut-être des questions, à quel moment on peut se dire, tiens, peut-être ce serait bien d'imaginer d'aller voir quelqu'un pour diagnostiquer peut-être un autisme, une forme d'autisme? Parce que c'est pas si simple que ça. Je vais essayer de résumer ma pensée, mais aujourd'hui, l'autisme, je pense, dans les yeux du grand public, c'est Rain Man. C'est ce film qui a fait qu'on a beaucoup parlé de l'autisme, mais finalement d'une forme d'autisme, j'allais dire très resserrée par rapport à ce qu'on découvre là aujourd'hui. Donc à quel moment on peut se dire, tiens, peut-être ça vaudrait le coup de poser un diagnostic? Alors, dans l'idéal, bien entendu, ce serait petit, durant l'enfance, bien entendu. Aujourd'hui, on peut diagnostiquer donc, dans le registre de la pédiatrie, vers 18 mois, on peut déjà voir quelques symptômes émerger. Donc, alors, c'est quoi les symptômes qu'on verra émerger? Alors, à l'âge de 18 mois, un petit peu avant, un petit peu après, c'est l'absence de sourire social, l'absence d'attention jointe. Vous savez, c'est quand vous regardez, vous regardez un endroit, l'enfant va regarder aussi. Il sait que ce que vous regardez, c'est un endroit de l'environnement. C'est l'absence de babillage. C'est aussi des enfants qui peuvent être très, très excités ou au contraire trop calmes. Troubles du sommeil aussi très, très jeunes. D'accord. Il y a quand même une grande panoplie de manifestations que l'on peut attendre dès la petite enfance, d'accord ?
Bien sûr, les retards des acquisitions, ça peut être les retards des acquisitions motrices, du langage, voilà. Ça, ce sont des choses qui actuellement, depuis le 4e plan autisme, qui était le plan politique 2018-2023, si ma mémoire est bonne, qui a pas mal enclenché des dépistages diagnostiques au niveau scolaire pour les plus jeunes. Et actuellement, la vraie question du diagnostic, elle se pose plutôt à l'âge adulte. Ouais, donc c'est ce qui rejoint aussi ce que vous dites, Olivia. Maintenant, pourquoi à l'âge adulte les diagnostics se font tardivement? Alors là aussi, encore une fois, il n'y a pas de consensus, mais on sait qu'il y a beaucoup moins aussi de stigmatisation par rapport au TSA. Donc les personnes ont peut-être plus de courage, peut-être, j'utilise ce terme, mais peut-être plus de courage à se faire diagnostiquer. Peut-être qu'on est plus à même à aller chercher l'information. Aussi, c'est vrai. Se renseigner plus sur ce qui fonctionne pas normalement chez nous. Et du coup, on est en âge de pouvoir trouver les réponses. Et du coup, se dire, tiens, peut-être qu'on a un trouble du spectre autistique. Alors, ce que je vous propose, on va poursuivre dans un instant, parce que ce qui m'intéressera, et on va parler un petit peu de vous, vous allez nous raconter un petit peu votre parcours, Olivia, si vous le voulez bien, et j'aimerais bien dans un instant que vous nous expliquiez ce qui vous a amené à vous poser les questions et aller vers le diagnostic. Le temps pour nous d'une pause et d'écouter Simon & Garfunkel. Maintenant, c'est vous qui l'avez choisi, Olivia, d'ailleurs, ce titre. Pourquoi? Dites-nous pourquoi vous avez choisi ce titre-là. Je sais pas, j'ai toujours trouvé très beau et ça m'a toujours parlé, donc... Je sais pas, je le trouve juste très beau. Et on va continuer de passer un bon moment, de trouver un bon moment beau et d'écouter cette chanson. Maintenant, Simon & Garfunkel dans Full Santé Mentale sur RCN. 10h, 11h. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Le temps passe très vite, mais c'est très passionnant de vous avoir ce matin à nos côtés pour parler de l'autisme dans Full Santé Mentale. Il y a quelques instants, on parlait de la difficulté des fois de poser un diagnostic. Alors on a vu effectivement un certain nombre de symptômes chez les tout petits qui permettent effectivement au moins de se poser la question. Et on parlait aussi des adultes qui des fois sont pas diagnostiqués, justement adultes. Et Olivia, vous, c'était votre cas. Vous, ça fait à peu près 1 an maintenant que vous avez été diagnostiqué autiste, c'est bien ça? Oui, même moins. Même moins. Qu'est-ce qui vous a amené à vous poser la question et à finalement faire poser ce diagnostic? J'ai toujours senti que j'avais une différence par rapport au reste du monde, entre guillemets. Et du coup, je me suis beaucoup renseignée sur les, entre guillemets, symptômes que j'avais qui étaient différents. Et je suis tombée beaucoup sur tout ce que je retrouvais, c'était dans le trouble du spectre autistique. Ouais. Notamment ce que je disais tout à l'heure, sur tout ce qui touche à l'hypersensibilité sensorielle. Ça qui m'a vraiment beaucoup marqué depuis que je peux me rappeler, depuis que je suis enfant. Je me souviens que c'était vraiment très très compliqué et très incompris aussi dans mon entourage. Tout l'aspect social qui a toujours été très compliqué dès la maternelle. C'est toujours pas facile de se faire des amis. J'ai pas forcément énormément d'empathie. Et c'est vrai que on parle d'intérêt restreint, mais c'est vrai que pour tenir une conversation avec moi, faut m'intéresser, faut que ça soit un sujet qui m'intéresse, quelque chose qui me porte à cœur, parce que sinon j'arrive pas. Il y a vraiment toutes ces choses-là, l'aspect routinier aussi dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous en parliez, et le côté un peu, obsession des intérêts restreints. Et donc là, vous vous êtes dit, faudrait peut-être que maintenant j'aille voir quelqu'un qui m'aide à poser le diagnostic. Oui. Donc c'est ce que vous avez fait. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? D'avoir un diagnostic? Oui. Beaucoup de soulagement au début, parce que après 27 ans d'existence quand même, à se demander qu'est-ce qui va pas, c'est sûr que ça fait beaucoup de bien de pouvoir mettre des mots. Et aujourd'hui, faut trouver des solutions justement pour pouvoir mieux vivre avec, trouver des clés maintenant que j'ai les mots. Et ça me permet aussi dans le monde du travail de bénéficier un petit peu d'aménagement. J'ai un dossier MDPH en cours. Ouais. Et même dans la vie personnelle, peut-être un peu plus aussi de compréhension de la part de mon compagnon ou de mes amis. Alors, vous parlez du monde professionnel. Oui.
Il y a encore, je pense, et là je me tourne aussi vers vous, Lisa Piron, on le disait, il y a encore une certaine appréhension, je pense, par rapport aux troubles autistiques dans le monde de l'entreprise. On va en reparler avec vous. Peut-être tout de suite la question à vous, Olivia, comment ça se passe, comment ça s'est passé jusqu'à présent et comment ça se passe maintenant que le diagnostic a été posé? Moi, j'ai choisi d'être honnête là où je travaillais et j'ai choisi de dire ouvertement à mes chefs que je venais d'être diagnostiquée autiste. Et du coup, elles ont très bien réagi et elles sont très, très, très à l'écoute. Elles demandent même une sensibilisation d'ailleurs de l'équipe. Donc, très bien. C'est assez bienveillant. J'ai aussi du coup un peu de télétravail en plus qui me permet de mieux gérer justement l'aspect social. Donc oui, cet aspect-là aide. Mais c'est vrai que si j'avais pu le savoir avant, ça m'aurait peut-être aussi aidé dans mes études parce que là, j'aurais peut-être pu aussi avoir des aides supplémentaires. Et au final, je les ai pas eues, mais voilà. Au quotidien, la vie dans le travail, ça se passe comment pour vous? Est-ce qu'il y a des moments où il y a des difficultés particulières? Ou bien est-ce que vous avez trouvé des clés? Ou est-ce que vous cherchez encore des clés pour vous aider à avancer dans le monde professionnel? Je dirais aussi que l'entrée dans le monde professionnel est aussi une des raisons pour laquelle j'ai vraiment cherché à savoir ce qui était différent chez moi. D'accord. Parce que avant, en étant étudiante, on peut toujours trouver si ça va pas, on étudie à la maison, on fait un break social. Et une fois qu'on rentre dans le monde professionnel, on n'a plus le choix en fait. C'est 8 heures par jour et il n'y a pas le choix. Et c'est là, du coup, ça devient vraiment, vraiment difficile. Et là où j'ai été vraiment face au TSA de manière très, très, très forte. Et les clés, je les cherche encore aujourd'hui. Mais la seule clé que j'ai, c'est que j'intériorise beaucoup. Mais ça marche pas encore très bien. Bon, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes quand même inséré professionnellement. Oui. Et ça se passe bien. Oui. Bon, Lisa Piron, revenons-y. Oui. Aujourd'hui, l'entreprise, elle n'est pas toujours adaptée. Et je pense qu'il y a encore de grandes craintes par rapport aux troubles du spectre autistique dans l'entreprise. Comment vous accompagnez? Est-ce que vous accompagnez d'abord les entreprises aussi? Tout à fait. Alors que ce soit moi ou l'équipe, on est toujours disponible pour sensibiliser les entreprises dans lesquelles travaillent les personnes qu'on accompagne. Comme par exemple, c'est le cas pour Olivia où effectivement son entreprise nous sollicite pour intervenir et expliquer un petit peu ce qu'est l'autisme. Ce qui permet aussi de mieux comprendre ce qu'Olivia peut vivre au quotidien, adapter des choses. Il y a aussi tout l'aspect administratif où les entreprises demandent une RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui se fait par le biais de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Merci. On va donner tous les sigles. C'est mieux, oui, parce que les sigles c'est compliqué, on ne s'y retrouve jamais. Mais là... Là, effectivement, c'est un peu plus laborieux. Les demandes sont longues, mais ce qui peut permettre par la suite de mettre en place des adaptations sur le lieu de travail. Et en amont, qu'est-ce que vous pourriez dire alors là, je m'adresse peut-être à vous trois d'ailleurs, à des employeurs qui aujourd'hui auraient des craintes, auraient peur ou ne voudraient tout simplement pas accueillir de personnes souffrant de TSA, je vais mettre un sigle, mais troubles de spectre autistique. Comment est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui pour qu'ils se disent peut-être que si finalement? Alors ça rejoint d'une certaine manière la troisième question du micro-trottoir, savoir quel type d'emploi y adapter. Alors déjà, cette question n'a pas vraiment de sens parce que, comme la première personne l'a très très bien répondu, déjà le domaine qui leur plaît. Oui. Déjà. Je crois qu'il faut aussi préciser que, parce que même dans le micro-trottoir, on a eu pas mal de réponses où, dans l'imaginaire commun, une personne autiste est soit Asperger, soit en déficience intellectuelle. Complètement. Et cette déficience intellectuelle, je pense qu'aussi, elle est dans la tête de pas mal de patrons d'entreprise, alors que c'est pas le cas, en fait. Et du coup, forcément, en tant que patron, on peut avoir des réticences, alors que... ne plus se borner aux stéréotypes parce qu'une personne autiste, elle peut apporter aussi beaucoup de par sa perception des choses et de par ses talents, ses qualités et ses capacités. C'est ça, elle a des capacités, des compétences comme n'importe quel autre salarié qu'elle peut apporter, effectivement, tout à fait. Ouais.
Je pense que c'est aussi important de retenir que autisme n'est pas forcément égal à déficience intellectuelle. Et qu'une personne ayant ce diagnostic-là peut apporter énormément à l'entreprise. Alors effectivement, c'est propre à chacun, mais vous allez avoir des personnes qui vont mettre plus longtemps qu'une autre à comprendre les choses, d'autres qui vont comprendre du premier coup et qui vont exceller dans ce qu'ils font. Mais ce qu'on trouve chez n'importe quelle personne d'ailleurs. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit au début, on n'a pas vraiment de statistiques sur l'employabilité. Et, ça, on n'en a pas vraiment. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les difficultés qui peuvent être rencontrées au travail ne se situent pas forcément au niveau du travail en soi, mais se situent au niveau des procédures de recrutement. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la question, c'est plutôt de se demander comment, au niveau des ressources humaines, comment au niveau effectivement des instances qui recrutent les personnes, donc sur des profils, on est au carrefour entre la psychologie, entre le management, comment une personne avec un TSA, avec ses particularités, peut effectivement rentrer dans le domaine du travail auprès d'un recruteur qui n'est pas sensibilisé. Je pense que c'est vraiment ça la vraie question. Parce que la procédure de recrutement, déjà qui est stressante pour tout le monde, évidemment. On a tous stressé en recrutement. Dans le cas, alors dites-moi aussi Olivia si je me trompe, mais dans le cas d'un TSA où il y a déjà des difficultés de base en cognition sociale, dans l'émotion, dans l'intention d'autrui, comment pourrait se passer une procédure de recrutement alors ? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée et qui l'est pour tout le monde d'ailleurs. Qui l'est pour absolument tout le monde, parce qu'on souvent un entretien d'embauche, par exemple, on voit bien, c'est sur la relation qui s'instaure très rapidement que la première image se fait. Or, on l'a bien compris, le trouble du spectre autistique, ça touche la relation sociale. Donc c'est ça qui est peut-être un peu compliqué aujourd'hui. Donc il y a clairement des mentalités à faire évoluer aujourd'hui dans le monde du recrutement, si j'entends bien. C'est ça, c'est plus à ce niveau-là, parce qu'après, en tant qu'emploi professionnel, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait plus de difficultés que quelqu'un d'autre. Si difficulté il y a, et c'est aussi l'objet aussi de notre accompagnement et d'aide, et ce qu'on fait aussi auprès de vous, Olivia, c'est de sensibiliser, de faire un peu de psychoéducation, c'est-à-dire d'expliquer aussi ce que c'est. J'allais vous dire, oui. C'est important parce que c'est pareil, quand on intègre quelqu'un qui souffre d'un TSA, trouble du spectre autistique, il faut aussi peut-être que les gens qui vont travailler avec soient au courant, comprennent les différents leviers qui existent dans la relation. Et là, il y a un rôle à jouer. Je pense que les têtes, ça fait partie des choses que vous y faites. Ah oui, ça fait partie de nos missions, de faire à la fois de la prévention, aussi de la promotion, de la déstigmatisation, de la sensibilisation, on l'a dit, de la psychoéducation. Et évidemment, un travail aussi auprès des entreprises, aussi auprès des lycées ou universités. On travaille aussi avec ces instances-là pour réfléchir à des aménagements que ce soit sous forme sensorielle, sous forme de procédures plus temporelles comme des temps d'isolement si besoin, du télétravail, qui fait partie aussi d'une forme d'aménagement. Tout ça, ça fait partie évidemment de nos missions et c'est forcément nécessaire de travailler avec les entreprises et de vraiment briser aussi les tabous. Alors les tabous, même pas au niveau du TSA, mais là on est plus au niveau la différence en fait. C'est vraiment ces tabous à ce niveau-là. Et on est plutôt dans une bonne évolution. J'allais vous le demander justement. Vous voyez aujourd'hui, depuis, ça fait combien de temps les têtes que vous existez ? Je n'ai pas cette notion-là, mais que vous faites ce travail, ça fait déjà. On a peur de dire une bêtise. Bon, alors ne dites pas, on va dire approximativement quelques longues années. Environ 2018. Oui, donc voilà, quelques années. Vous avez déjà vu une évolution dans les entreprises justement et que vous accompagnez ? Oui, bien sûr. Oui. Tout n'est pas encore gagné, forcément, mais on a quand même de plus en plus de personnes en milieu professionnel qui s'intéressent déjà aux missions des têtes, qui s'intéressent aussi au TSA, qui sont demandeurs aussi de tout ce qu'on vient de dire, de sensibilisation, etc. On l'observe également au niveau scolaire. Donc oui, c'est plutôt positif ce qui se passe. Voilà. Et ce qu'on essaye aussi de travailler avec les personnes qu'on accompagne, c'est que lors d'un entretien d'embauche, c'est pas bonjour, je m'appelle un tel, je suis autiste. C'est bonjour, je m'appelle un tel, j'ai telle et telle capacité. Voilà en quoi je peux vous être utile dans votre entreprise. C'est vraiment pas vendre le handicap dans un premier lieu. C'est vraiment montrer qu'effectivement il y a des capacités et la personne peut répondre aux exigences d'une entreprise comme
comme toute personne lambda, en fait. Et la question, justement, Olivia, vous le disiez, vous l'avez toujours dit, que vous souffriez de ce trouble. À quel moment on doit le dire à un employeur ? Pour être honnête, je sais pas si... parce que moi, du coup, j'étais déjà embauchée. D'ailleurs, est-ce qu'il faut le dire ? C'est même là une question, est-ce qu'on doit le dire ? Je me suis posé la question et j'ai choisi d'être honnête. Ouais. Parce que j'ai aussi besoin d'aide et que la vie au travail est compliquée pour moi, donc je me voyais pas non plus continuer dans les mêmes conditions. Mais pour être honnête, si j'avais eu le diagnostic juste avant l'entretien d'embauche, je suis pas sûre que je l'aurais dit. Vous en pensez quoi, vous, Lisa, par exemple, Pierron, ou vous, Kevin, est-ce qu'il faut le dire, forcément ? Nous, on retrouve souvent la question par les personnes qu'on accompagne. Voilà, j'ai un entretien d'embauche. Est-ce que je dois dire que je suis autiste ? On n'a pas la réponse. C'est vraiment propre à chacun. C'est comment se sent la personne avec ce diagnostic-là aussi. Qu'est-ce qu'elle en fait ? Si elle le dit, en quoi ça va l'aider dans son emploi ? C'est vraiment propre à chacun. Comme disait Olivia, elle en a parlé pour pouvoir bénéficier d'aide ou d'aménagement, entre guillemets. Mais voilà, une personne qui juge que pour elle, il n'y a aucune nécessité à le dire et elle s'en sortira très bien sans le dire, elle le gardera pour elle. C'est vraiment... c'est du cas par cas. Ouais. Alors, c'est d'une certaine manière ce qu'on observe aussi. Je rebondis juste sur les diagnostics adultes et tardifs parce que ça rentre dans le sujet. C'est que la plupart des personnes aussi qui veulent réaliser un diagnostic à l'âge adulte, c'est aussi dans un contexte où généralement, à cause donc des suradaptations permanentes qui sont très coûteuses au niveau de l'énergie cognitive, au niveau de l'énergie comportementale, à un moment donné saturent, peuvent s'effondrer au niveau émotionnel, au niveau, on peut voir émerger aussi d'autres comorbidités, d'autres troubles. Et à l'âge adulte, très souvent, c'est dans un contexte professionnel. D'accord, justement. Qu'on réfléchit à se faire diagnostiquer. Exactement, parce que exigence, pression sociale, besoin aussi de productivité dans certains milieux, la personne n'arrive plus à suivre et c'est l'effondrement, donc aussi la démarche diagnostique. Donc est-ce qu'il faut le dire en considérant cela ? Peut-être. Peut-être pas. C'est vrai qu'on ne peut pas donner de réponse dans le meilleur des mondes. Si tout le monde était vraiment sensibilisé, non, il n'y aurait pas de raison. Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que dans certains milieux, je pense vraiment à des milieux où la productivité est au premier plan, une personne qui peut avoir un TSA et donc un ralentissement psychomoteur, ça peut faire partie des symptômes. Si un employeur n'est pas au courant que ce ralentissement psychomoteur est dû à quelque chose de neurodéveloppemental, que va penser le recruteur ? C'est un feignant, il fait pas, il est étourdi. C'est compliqué. C'est aussi toutes les représentations sociales que l'on va avoir sur la personnalité d'une personne. Donc je pense vraiment que ça dépend en fait des secteurs d'activité. On aura essayé de répondre à un maximum de questions. On va devoir déjà malheureusement mettre un terme à l'émission. Un mot de conclusion peut-être, Stéphanie, sur l'émission. Tu voulais peut-être dire quelque chose avant qu'on passe à l'actualité ? Juste qu'on garde en tête le message que l'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui affecte la façon dont une personne communique, interagit avec les autres et plus globalement avec tout son environnement, ce qui ne nuit pas à chacun d'entre eux de pouvoir s'insérer dans la société, avoir un appartement, des amis, sortir, travailler selon leurs possibilités. Exactement, je crois que là c'est une vraie bonne synthèse. Merci Stéphanie, on va faire un point d'actualité avant de se quitter, parce que je crois qu'il y avait une actualité un petit peu chaude là qui arrive, et qu'on entend d'ailleurs un petit peu déjà sur RCN. Qui nous parle de ce concert qui va se passer ? Qui nous en parle ? Eh bien, allons-y. Donc effectivement, le 7 juin 2023, donc, qui est présent dans les publicités depuis un petit moment. Oui, là, tout à fait. Donc le 7 juin 2023, il y a le Blue Music Festival, donc, qui est un petit festival de musique à l'autre canal, justement pour sensibiliser le grand public nancéen à la question donc, du TSA. Trouble du spectre autistique, je le redis, pour ceux qui nous rejoindraient là maintenant. C'est vraiment des formations professionnelles. Donc qui est porté par... donc la MAI qui est l'académie donc de musique tout le monde connaît, et Artsperger donc qui est une association, pardon, je ne trouvais plus le mot, donc qui aide les personnes avec un TSA donc à produire de la musique, à faire de la musique au sein de la MAI.
Et Ted sera également présent lors de ce festival, en tant que musicien aussi. Très bien, voilà. Je crois que vous-même, vous êtes psychologue et musicien. Et donc, durant notre prestation qui va être juste en tant qu'ouverture, il y aura donc des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme qui vont interpréter donc des musiques. Ce sera un très beau moment. On rappelle la date, le 7 juin 2023. À l'autre canal. À l'autre canal de 18h à minuit. Oui, peut-être même plus, parce que ça va être une grande fête. Voilà. Allez-y, très nombreux. Merci à vous d'être venus. Je rappelle qu'on avait autour de la table Kevin, Bruno, Gallo. Vous êtes donc psychologue dans l'équipe ETED. On avait Lisa Pierron, vous êtes assistante sociale dans l'équipe de l'ETED. Et Olivia, vous êtes venue nous témoigner de votre vie avec ce trouble du spectre de l'autisme. Merci à vous. Votre témoignage nous a fait, je crois, apprendre beaucoup de choses ce matin. Merci et on ne peut que vous en remercier. Stéphanie, pour finir, peut-être le sujet de l'émission du mois prochain. Oui, la fois prochaine, les proches aidants viendront nous parler de leur vie. D'accompagnants, on va dire, de personnes qui souffrent d'un trouble psychique. D'un trouble psychique, très bien. Merci. On vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée sur RCN. Merci et à très bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org